Tous, je dis bonsoir. Puis, mon nom, moi, c'est André Morin. Je travaille avec la compagnie Navionic. Je voudrais vous remercier pour votre nombreuse participation à ce webinaire qui sera donné par Hugues Sébir. Hugues fait partie du Québec Ice Team.ca, qui est un groupe de pêcheurs professionnels spécialisés à la pêche sous la glace. Hugues offre aussi ses services de guide sous la glace, mais aussi en eau libre sur les lacs Memphremagog et Massawippi. Il est aussi biologiste de formation. Il a gentiment accepté de partager ses connaissances avec vous ce soir. Durant le webinaire, il vous sera possible de poser des questions. Mais là, j'apporte un correctif. Hugues va présenter son webinaire et à la fin, vous allez avoir du temps pour poser toutes les questions que vous voulez. Et si jamais il arrivait qu'on manquait de temps, qu'on n'a pas le temps de répondre, ça sera possible de le faire via le site Facebook de Québec Ice Team ou par courriel. Il y a différents moyens qu'on peut prendre pour répondre à vos questions. Vous allez voir d'ailleurs, vous avez un endroit dans le bas là, de l'écran où est-ce que c'est marqué Q&A, Question and Answer. C'est là-dedans que vous allez poser vos questions. Écoutez, je pense que ça dit pas mal tout. Ah oui, je voulais juste apporter un petit point. Au départ, Navionic avait fait la promotion de ce webinaire-là en utilisant une photo et mon nom uniquement. C'est un petit imbroglio qui s'est produit au départ, mais on l'a corrigé quand même rapidement. Fait qu'on voudrait s'excuser pour ce petit problème qui est survenu. Mais vous ne serez pas perdant au change, là, soyez assurés. Avec Hugues, là, vous allez en apprendre plus que vous êtes capable d'assimiler pour ce soir. Je te laisse la parole, Hugues. C'est à ton tour. Tu commences. Merci, c'est très gentil, André. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être présent à cette conférence web qui va porter sur le secret d'une prospection gagnante, comme vous l'avez mentionné, André. Donc, tout de suite, pour commencer, j'ai ma première diapo qui s'affiche pas. Mais on va voir ça tout de suite. Et voilà. Non. Un petit problème technique qui devrait être corrigé bientôt. Je peux pas passer aux diapos suivantes, agrandi, ce qui est pas très pratique. Donc, mon nom est Hugues Sébir. J'ai une formation, comme vous l'a mentionné André, un baccalauréat en biologie spécialisé en écologie aquatique. Et j'ai une maîtrise en gestion de l'environnement. Mais j'ai jamais, en fait, vraiment travaillé dans mon domaine, puisque j'ai déjà commencé à guider pendant mes études. Et depuis, en fait, j'ai toujours été fanatique de pêche depuis que j'ai 4 ans. Mon père l'était aussi. Comme mon accent en témoigne, je suis d'origine française. Ça fait 10 ans maintenant que j'habite à Sherbrooke. Ça fait 15 ans que je viens au Québec pêcher surtout. Et donc, je guide de manière professionnelle depuis 7 ans et depuis 2 ans à temps plein. Donc, c'est ma 3e année en fait en tant que guide professionnel. Donc, je pêche à peu près 200 à 250 jours par année. Je guide pas évidemment toutes ces journées-là, et peu importe la météo et les conditions. Bon, ça a l'air de bien marcher. Donc, c'est parfait pour les diapos. Donc, le plan de la présentation. Déjà, un petit, juste pour vous préciser que la présentation va porter surtout sur les salmonidés sous la glace. Mais toutes les informations, ou au moins une grande majorité de ces informations-là, s'appliquent essentiellement à toutes les espèces de poissons, et que ce soit sur la glace ou en eau libre, en bateau, voire même à gué. Donc, on commencera par le choix du matériel, la préparation ensuite du matériel, le choix du lieu de pêche. Ça, on verra à ce moment-là l'application Navionic qui est très utile pour ça. Prélocaliser ces brimbales par GPS, aussi avec l'application Navionic, et créer des cartes bathymétriques. En bonus, je vous expliquerai rapidement ce que c'est. Ensuite, les stratégies à déployer sur la glace principalement, et tirer des leçons de chaque sortie, ce qui est primordial pour évoluer.
Ensuite, comme vous l'a dit André, des questions-réponses à la fin, donc que vous pouvez poser par écrit, puisque je vous le rappelle, je vous entends pas, donc uniquement dans la section en bas. Donc, on commence tout de suite par le choix du matériel. Les classiques brimbales, moi j'utilise plutôt des tip-up, ce qui revient un petit peu au même, mais j'utilise surtout et spécialement par temps froid des modèles de tip-up avec des moulinets submergés. Le gros avantage en fait des moulinets submergés, c'est qu'ils ne gèlent pas quand il fait froid. Donc, ça permet au moulinet en fait et surtout au fil de partir librement dès qu'il y a une attaque. Et le deuxième avantage, c'est que comme on n'a pas besoin de déglacer ces trous, on ne fait pas de bruit sur la glace et même au niveau de la glace en la cassant à chaque fois qu'on veut libérer son fil pour déglacer ces trous. Donc c'est beaucoup plus discret, ce qui est selon moi pour en tout cas les salmonidés et sûrement pour la plupart des autres espèces, c'est un gros avantage. J'utilise surtout en bonne majorité des Fabril que vous voyez en haut en fait à droite ici en jaune, qui sont des très bons modèles vraiment de qualité et qui sont encore très abordables, pas tellement plus chers que la qualité médiocre, on va dire. Les Polars aussi, qui sont fréquemment vendus au Québec, sont quand même pas mauvaises, bien que je préfère les Fabril. Par temps chaud après, il y a des modèles aériens. Vous pouvez voir le modèle Windlass qui est en bas à droite de l'écran en noir. Ça, le gros avantage, c'est que déjà, ça va être jigué, la petite palette qu'on voit en fait argentée au bout. Donc, votre appât va en permanence bouger dès qu'il y a du vent, bien sûr. S'il y a plus de vent, ça va s'arrêter. Et ça, certaines journées, ça va être bien plus efficace que d'avoir un appât qui est fixe. En plus de ça, ces moulinets-là n'ont aucune résistance bien sûr, quand il n'y a pas de glace qui se forme. Donc, quand le poisson va attaquer et va partir, à part le petit déclenchement du drapeau qui met quasiment pas de résistance, après ça, le moulinet déroule très sans aucune résistance. Donc, le poisson a très peu de chances de lâcher l'appât. Ce qui arrive souvent dès que vous allez avoir des brimbales, par exemple, ou des tip-up de mauvaise qualité avec un moulinet qui est un petit peu serré ou qui met un peu de résistance. Après ça, les sentinelles aussi qui sont plus utilisées pour le doré, qui juste en fait, pour ceux qui voient pas ce que c'est juste une petite barre en bois avec un moulinet au bout qui est à peu près un pied à peine au-dessus du trou. Donc ça aussi, ça peut être quand même très efficace. Ça ne gigue pas, par contre, à moins de tout seul, à moins de le modifier. Maintenant, au niveau des cannes et moulinets pour jiguer, moi j'aime bien pour les salmonidés des cannes moyennes voire même longues, jusqu'à 28 voire même éventuellement plus pouces, avec des actions médium, à moins que vous pouvez y aller dans le light si vous pêchez vraiment des petites mouchetées. Mais pour la brune, arc-en-ciel et Wananiche, c'est pas mal mieux d'avoir une action médium pour avoir en fait un bon ferrage. Et les longues cannes, ça permet de bien amortir en fait tous les coups de tête. Les Wananiche, par exemple, qui vont partir dans toutes les directions comme des folles. D'avoir une longue canne, ça vous permet d'avoir tout le temps la tension, votre canne bien pliée, qui va se déplier si elle revient vers vous, etc. Et un petit moulinet spinning taille 500, léger et très efficace. Au niveau du fil, maintenant, j'utilise beaucoup du monofilament de 6 à 8 livres test. 6 plus pour la mouchetée, 8 plus pour brune, arc-en-ciel ou Wananiche. Il peut y avoir des très gros spécimens. Donc, surtout sur des tip-up qu'on n'a pas vraiment la souplesse d'une canne, le 8 livres est plus agréable pour les gros poissons, moins de risque de casser. Et le monofilament, surtout pour pêcher peu profond ou quand il fait très froid. En fait, c'est le désavantage du fil tressé, jumelé avec un avançon en fluorocarbone, c'est que ça va geler vraiment dans la bobine de votre moulinet. Et ça va être désagréable, c'est sûr, à sortir à chaque fois, à moins qu'il fasse proche de 0 ou au-dessus de 0.
Mais par contre, l'avantage du tressé, si vous voulez pêcher plus en profondeur, c'est que c'est un fil qui reste très droit, ça n'a aucune mémoire. Donc, il va être parfaitement droit, descendre jusqu'au fond, et donc vous allez sentir les moindres petites touches, surtout que c'est un fil qui n'a pas d'extension. Donc, pour ça, j'apprécie beaucoup le tressé, même si de temps en temps, je dois sortir un peu de fil à la main du moulinet parce que il est gelé. Donc c'est principalement ça pour le fil. Mais le monofilament donc est plus polyvalent, ça c'est sûr. Si vous avez par exemple qu'un moulinet à monter. Au niveau des sonars ou flashers, c'est sûr que les flashers vexillars ont quand même depuis très longtemps une excellente réputation au niveau de la précision à détecter que ce soit des poissons qui sont bien collés au fond ou des tout petits éperlans ou ménés qui sont en suspension, par exemple. Il suffit, enfin vraiment le moindre, même un micro-leurre, même un tout petit plomb sur votre leurre va être détecté. C'est très efficace et très bien adapté pour la pêche blanche. Sauf qu'il faut s'habituer un petit peu à la lecture des cadrans. Mais si jamais, par exemple, vous avez pas encore de flasher, n'êtes pas équipé à ce niveau-là, et que vous avez un sondeur de pêche pour votre bateau, en fait, donc comme on voit en haut à droite ici, idéalement de petite taille, vous avez une solution économique qui consiste à juste acheter une sonde de pêche sur glace, ce qui va vous coûter au moins 4 ou 5 fois moins cher que d'acheter. Le fait de chercher des structures, pourquoi? C'est parce que il y a à peu près 10%, je dirais même moins de 10% d'un lac dans lequel l'hiver, il y a vraiment une concentration de poissons significative. Donc, tout ça, ça veut dire que 90% du lac, il y a presque pas de poissons ou très peu. Donc, si jamais vous placez vos brimbales ou vos tip-up ou vous jiguez n'importe où dans le lac sans avoir étudié une carte bathymétrique, vous avez à peu près un trou sur 9, même pas encore si vous restez au centre, comme ça, aucun trou qui vont être vraiment pertinents. Alors que si vous les placez sur des pointes rocheuses, etc., dans des profondeurs que vous avez déterminées meilleures que d'autres ou en lisant, etc., c'est très, très important. Aussi, et vous aurez beaucoup plus de succès, hein, c'est phénoménal. Au niveau, une autre possibilité, si jamais vous avez des cartes bathymétriques peu précises pour votre lac, il y a des grandes variations. Le même Trémalogue est très bien cartographié, le fleuve aussi, d'autres lacs moins. On le verra après. Si votre lac est même pas du tout cartographié, vous avez Google Earth, ça permet en fait d'avoir des vues satellites qui vont vous indiquer essentiellement, vous allez pouvoir identifier des hauts fonds sablonneux, par exemple, des zones peu profondes. Vous n'allez rien voir d'autre, les zones profondes vont apparaître toutes noires, mais vous allez pouvoir voir des passages dans les zones peu profondes. Ça peut être assez intéressant. Toutes les bancs de sable se déplacent à la sortie des ruisseaux, par exemple, chaque année. Donc, les cartes bathymétriques sont souvent moins précises à ces endroits-là. Donc, voilà. Maintenant, prélocaliser ces brimbales, c'est les petits points bleus que vous voyez tout à l'heure, les petites épingles. Moi, je fais toujours ça tout simplement chez moi au chaud la veille ou même des jours avant. C'est quasiment c'est excitant de jouer là-dessus et de se dire où on pourrait trouver des poissons en fait et avoir du succès. Puis souvent, c'est l'endroit où on pense qu'il est le meilleur. Vous allez voir, vous allez attraper un poisson exactement à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que en touchant un endroit, là, vous devez voir mon curseur par exemple sur la carte. Si je veux pêcher par exemple dans 22 pieds ici, parce que je sais que c'est une bonne zone de profondeur pour enfin je dis n'importe quoi, pour le doré par exemple, les salmonidés, eh ben vous allez mettre un petit point. Là, vous avez une pointe rocheuse avec un tombant abrupt ici. Votre ligne de 22 pieds est ici. Vous allez en mettre une juste ici, en plein centre du tombant. Et là, je vais m'indiquer un petit waypoint à cet endroit-là. Et une fois arrivé sur le lac,
vous allez avoir apparaître avec votre GPS qui est dans votre téléphone, dans l'application, un petit triangle rouge qui indique votre position. Vous avez juste à vous diriger vers votre waypoint et dès que vous êtes au-dessus, vous percez un trou exactement à 22 pieds. Vous allez voir que ça fait perdre très peu de temps, là, ça va même gagner beaucoup de temps parce que vous allez être exactement à l'endroit que vous avez ciblé à la bonne profondeur sans percer 15 trous qui ferait peur à tous les poissons du secteur. Bon, j'exagère un peu, mais ça aide pas et ça vous fait perdre du temps. Et exactement au-dessus de la structure. C'est l'avantage principal de cette application-là. Et donc, moi, j'utilise toujours, on a le droit à 5 lignes. Donc, je vais mettre 4 brimbales et je vais jiguer avec une canne. Mes 4 brimbales vont toujours être préinstallées par des points GPS. Comme ça, je me dirige vers là, je perce directement au bon endroit. Je suis installé très rapidement. Puis après ça, je vais jiguer. Puis en plus, c'est très pratique d'avoir, surtout sur un téléphone, je vous conseille plus qu'une tablette à la pêche sur glace. Vous pouvez vous balader, tirer votre traîneau d'une main, avoir votre téléphone, le sortir 1 minute, vérifier que vous êtes bien au bon endroit, hop, vous l'éteignez, enfin, vous le fermez, vous le remettez dans votre poche. C'est vraiment très pratique. Google Earth encore, comme on l'a déjà mentionné, peut vous aider avec des photos satellites. Donc, une belle application à découvrir. Moi, c'est une belle découverte ces dernières années. Maintenant, une autre chose dans la technologie pour avoir des bonnes cartes bathymétriques, vous l'aurez compris, c'est essentiel à la pêche de savoir où on pêche, sur quel type de structure. Comme le lac Massawippi, par exemple, est mal cartographié, enfin pas très bien. Là, vous avez un exemple sur la photo de droite de l'état actuel des cartes. On peut en avoir des un peu plus précises avec l'option là qu'on voit. Là, je suis sur le Navionic. Si je mets Sonar Chart, ça va indiquer un peu plus de lignes, mais en fait, ça va juste en rajouter plus, mais entre les existantes. Mais en fait, ils ne savent pas vraiment que c'est la profondeur exacte. Donc, pour ça, moi, j'ai utilisé cette petite T-box de Vexilar qu'on voit ici. C'est tout simplement une sonde que vous fixez. Évidemment, il faut avoir un bateau, une embarcation, même un kayak, et un boîtier Wi-Fi qui est relié à votre téléphone intelligent. Donc, vous avez un sondeur déjà premièrement, ça vaut $199, ce qui est pas mal déjà dans les premiers prix des sondeurs tout court. Donc, ce qui est très intéressant, qui est quand même fiable. Et surtout, ça permet, comme on le voit sur la carte de droite, de bâtir vraiment des cartes bathymétriques très précises. C'est au pied près. Là, par exemple, c'est une pointe rocheuse. On le voit ici, la pointe, mais on voit que la carte était complètement imprécise. Et en passant plusieurs fois avec mon bateau dans un sens, plusieurs fois dans l'autre, on obtient, par exemple, là, je sais qu'il y a un haut fond à 1 pied à cet endroit-là. Après ça, ça va être 2, 3, 4, etc. Là, je ne peux pas zoomer au maximum. Donc, on aurait plus de précision. Là, on voit qu'il y a un gros tombant avec beaucoup de lignes noires rapprochées, qui ferait aussi une bonne zone. Un petit îlot là qui est un petit peu détaché, enfin au fond en fait, pas un îlot, mais comme un îlot sous-marin. Ça va être aussi une très bonne zone à exploiter. Donc ça c'est un peu une aparté en plus. Si jamais vous avez un lac qui est mal cartographié ou qui est pas cartographié du tout, il y a des petits lacs qui ne sont pas au corps. Donc ça peut être très intéressant. En plus, vous avez un sondeur et pour la pêche sur glace et même la pêche en bateau, ça aide beaucoup, croyez-moi. Moi, j'ai passé cet automne quelques demi-journées là, à cartographier à peu près tous les bons endroits que je connais sur le lac Massawippi en prévision de la pêche sur glace. En plus de ça, d'ailleurs, en passant, pour l'application Navionic et ça qui bâtit des bonnes cartes, le fait de bien connaître les profondeurs, si vous voulez pêcher de temps en temps peu profond, ben, ça évite de percer un trou et de mettre votre tarière dans un banc de sable ou dans un roc, même si vous êtes éloigné, il y a des bancs de sable assez éloignés du port. Donc ça, pour ça aussi, c'est très pratique, hein, ça vous économise du matériel à la longue de manière significative. Maintenant, au niveau de la stratégie à déployer, déjà, tout le matériel, moi je trouve que c'est important, doit être prêt la veille.
Et idéalement, si vous avez tendance à oublier des choses, ou vous êtes un peu perfectionniste ou stressé, faites-vous une petite checklist. C'est un peu dommage quand on a fait une demi-heure, voire temps une heure ou plus de route, d'avoir oublié quelque chose. Surtout la pêche sur glace, il y a des choses importantes. Sinon la pêche va pas très bien, surtout une tarière ou une louche ou quelque chose comme ça. Donc, à part ça, s'installer vite et tôt, c'est important. En fait, percer tous vos trous, enfin en tout cas le maximum en arrivant. Et après ça, essayez de plus en percer, en tout cas pendant un bon moment, pour que la zone reste tranquille. Et essayez de pas non plus passer tout le temps près de vos brimbales. Voire même, moi en général, je passe tout le temps à d'au moins 10 ou 20 mètres à côté. Je me dis de temps en temps que je rabats peut-être potentiellement un peu plus de poissons sur mes lignes. Aussi, diversifier vos structures et la zone de profondeur. Même si vous avez déterminé que en général il y a plus de poissons dans 22 pieds, par exemple, l'espèce que vous recherchez, vous verrez toujours des journées où elles seront plus profondes ou elles seront moins profondes. Donc, mettez à peu près la moitié de vos brimbales, par exemple, à la profondeur voulue, et une autre moitié dans les secteurs qui sont en général pertinents, mais qui sont un peu comme vos options test. Au pire, vous les déplacez si vous voyez que ça ne mord pas. Mais comme ça permet de pas perdre son temps longtemps. Si vous avez directement une attaque plus profonde que d'habitude, faut peut-être vous dire d'en déplacer un petit peu plus en profondeur. Et si ça mord pas, ça c'est quelque chose que vous aurez dû prévoir la veille. Moi, je prévois toujours en général 2, voire à peu près 3, et de temps en temps plus, 3 options, 3 différents plans si ça marche pas, pour pouvoir très rapidement changer la donne si ça ne mord pas. Donc, pour ça, en général, je vais par exemple viser à pêcher plus en profondeur, pêcher différentes structures. Si par exemple, en général, j'essaie toujours d'exploiter par exemple un herbier, un plateau de sable, une pointe rocheuse, et si ça mord pas, je vais exploiter quelque chose que j'ai pas exploité, encore une structure différente. Plus vous diversifiez dès le départ, dès le début de la journée, l'endroit où vous placez vos brimbales. C'est pour ça que j'aime bien mettre des brimbales et jiguer, c'est un peu des indicateurs. Les drapeaux qui se lèvent, ça vous donne une bonne idée rapidement aussi de où jiguer. Donc ça, c'est très pratique. Et donc on le disait, le mot-clé de changer tout pour trouver un patron gagnant. Quand vous l'avez trouvé, vous avez déjà une attaque au bon endroit, il y a peu de hasard. Je vous conseille d'aller jiguer à la même profondeur, vous avez une attaque, et ainsi de suite. Si ça continue de pas mordre, vous pouvez pêcher avec des plus petits leurres, avec des leurres plus discrets, donc une couleur plus naturelle, plus proche du fond. En général, moins les poissons sont actifs, plus ils sont près du fond, collés au fond, ils n'ont pas tendance à beaucoup bouger. C'est pour ça qu'il faut animer aussi plus lentement son leurre, et plus petit parce qu'ils ont moins faim, tout simplement. Après ça, si jamais, par exemple, déjà une autre possibilité en plus des indicateurs comme brimbal, c'est une recherche active à l'aide d'un sondeur. Vous passez beaucoup de trous, vous essayez de détecter la présence de poissons. Si vous avez une caméra sous-marine, ça peut être une bonne idée. Caméra sous-marine, ça sert aussi à connaître la nature du fond. S'il y a une grosse roche, ça peut être très bon. S'il y a des herbiers, si vous pêchez en plein milieu d'un herbier avec une petite leurre, avec un tout simple, vous n'en rendez pas compte. Avec un sondeur, en mettant votre sonde ou avec une caméra, vous allez voir que vous êtes au milieu des herbes, et donc vous allez vous déplacer peut-être un peu moins au milieu d'une énorme touffe où votre leurre risque d'être camouflé. Après ça, si les attaques, vous étiez dans une bonne zone et que les attaques cessent, moi ce que je vous conseille, c'est de percer des trous à 25 pieds aux 4 points cardinaux. Donc dans le fond en étoile, pour essayer de redétecter par exemple un banc de wallaniche ou de perche chaude ou autre, parce que souvent en fonction de l'heure de la journée, ou tout simplement les poissons vont se déplacer, et donc essayer de retrouver ce banc à proximité de vous tout d'abord avant de partir loin, et de s'adapter aux conditions du jour. On en parlait déjà, de changer tout ce qu'on pouvait.
une journée ensoleillée, par exemple, les bancs déperlants n'aiment pas la lumière, donc ils vont avoir tendance à aller un petit peu plus en profondeur, plus il y a de soleil. Leur nourriture aussi, le plancton, va avoir tendance, pour moins se faire prédater, moins se faire manger, à aller plus en profondeur au cours plus le soleil est haut. Donc ça, c'est toujours une bonne stratégie. Mais il faut savoir aussi que les zones bien ensoleillées, des hauts fonds de sable, par exemple, sont des zones qui chauffent, où il y a des petits organismes autres que les bancs de petits poissons, même des larves d'insectes qui éclosent dans l'eau à 4 degrés, ça paraît surprenant, mais c'est le cas. Et donc, ils vont se développer quand la glace est pas trop épaisse et qu'il y a peu de neige sur ces zones-là, et donc ils peuvent être très bonnes à exploiter. Après ça, autre point très important à la fin de la pêche, et voire même pendant la pêche, à un niveau, dès que vous faites une capture, c'est de tirer des leçons de chacune des sorties. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chance à la pêche. Souvent, j'entends, j'en ai capturé une là, j'ai eu de la chance, pas mon voisin, enfin des choses comme ça. Sachez que vous n'en avez pas capturé une là par hasard, c'est parce qu'il y a sûrement une structure intéressante, il y avait un banc de ménés ou d'éperlans ou quelque chose, et il se peut fort probablement que l'hiver sous la glace, par exemple, les conditions sont assez similaires, à part la pression qui change, etc. Donc, il y a de très fortes chances que des poissons reviennent à ce même endroit-là, que la couleur du leurre que vous avez utilisé était la bonne, etc., etc. Donc, c'est essentiel de mémoriser tous les paramètres qui ont permis d'effectuer une capture. Quand on parle de tous les paramètres, c'est, comme je vous l'ai mentionné, le lieu, la profondeur, l'heure du jour, même la pression atmosphérique, la luminosité, etc., etc. Et toutes ces informations-là, déjà, vous pouvez les enregistrer dans l'application Navionics. Moi, à chaque fois que j'effectue une capture sous la glace, ça c'est essentiel. Je mets un point GPS, je me mets au-dessus du trou, je me centre sur la zone et je mets un point exactement là où apparaît mon curseur de localisation. Et j'indique la taille du poisson, le type de poisson, la profondeur à laquelle je l'ai pris, si c'est à la jig ou à la brimballe, etc., etc. Comme ça, on a comment vous dire ça, on fait des associations en fait entre les différents paramètres. Au fil des captures, vous allez remarquer que telle profondeur est meilleure que d'autres avec telle condition ou pour telle espèce. Et les paramètres gagnants vont commencer vous allez en avoir en fait de plus en plus, vous allez trouver des concordants de succès. Et c'est comme ça qu'on apprend très vite et qu'on est capable de reproduire le même succès et que vous allez progresser très rapidement. Et aussi, c'est très important de ne pas s'obstiner sur un endroit qui a été bon ou un seul leurre parce que c'est des choses qui changent quand même. Mais c'est important d'y retourner. Quand vous avez fait des captures, c'est sûr, à un endroit, retournez sur votre point GPS, vous allez voir souvent s'il y a un gros caillou, par exemple, au fond de l'eau, c'est pas pour rien. Moi, je le cible et puis c'est souvent cette brimballe-là qui va pêcher un gros poisson prioritairement. Donc, merci beaucoup de votre participation. Et n'oubliez pas qu'il y a un autre webinaire qui sera présenté par Luc Lafrenière dans quelques jours. Et on va répondre maintenant à toutes vos questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Donc, je vais répondre à la première. Juste me laisser le temps de les lire. Oui, etc. Je vois, bonjour, est-ce que sur Google Play Store, donc ça c'est l'application pour les Android, pour télécharger l'application, c'est Boating US Canada, c'est exactement ça l'application. C'est US Canada, c'est la seule carte que vous pouvez avoir et vous avez, pour ça je vois que c'est 16,99, c'est un tout petit peu augmenté. Ou dépendant de l'appareil que vous avez aussi, ça peut un petit peu jouer. Et oui, c'est exactement cette application-là que vous devez télécharger et que vous pouvez même tester. Après ça, si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas sur le groupe de notre équipe de pêche Ice Team ou même sur mon Facebook, ça me fera plaisir.
Après ça, quelqu'un qui est en retard, peut-être que ma question a déjà posée ou répondu. Est-ce que cette fonctionnalité d'amélioration Carto Live est uploadée en direct aussi pour être partagée avec les autres utilisateurs Navionic qui serait une mise à jour ensuite? C'est pas uploadé. Ça, c'est plus André, le spécialiste. Mais de ce que j'ai pu voir, moi par exemple, j'en ai cartographié beaucoup live, ça apparaît directement sur votre téléphone. Mais non, Navionic en fait ne le upload pas directement sur les cartes existantes. Moi en tout cas, ça s'est pas produit pour le lac Massawippi. À mon avis, ils attendent d'avoir toute c'est ma théorie en tout cas, d'avoir vraiment tout le lac qui est cartographié. Et peut-être par plusieurs utilisateurs éventuellement pour recouper, j'imagine, les données, être sûr que ce soit les bonnes. Et après ça, ils feront des mises à jour. Mais Si tu pour... je vais Oui, André? un peu là-dessus. Quand tu fais de la cartographie live, comme expliqué dans la présentation, Oui, c'est presque automatique. Ça peut, par contre, prendre de 2 à 3 semaines avant ok. que ce soit tout fait, mais si jamais ça prenait plus de temps que ça, vous devez communiquer avec la compagnie, au service à la clientèle, parce que c'est pas censé prendre autant. Ah oui, ok, je me demandais parce que moi j'ai vérifié justement dernièrement, puis pour le Massawippi, ça n'a pas changé alors que ils doivent bien m'aimer. J'en ai cartographié quand même une bonne partie quand même du lac. Mais en tout cas, c'est... Hugues, ensemble, c'est pas normal. Il y a certains cas, comme j'ai Ok. vu un lac où est-ce qu'il n'y avait aucune bathymétrie. Et à ce moment-là, mais ça a été un peu plus long, naturellement. Ça a pris 4 à 5 semaines. Mais généralement, mais il faut dire aussi là, qu'ils ont tellement de données, c'est tellement populaire, ce programme, Mhm. que maintenant, des fois, il faut Peut-être que ça du prenne. mal à... OK. Hugues, on a une Ouais. question de M. Robert Mais en Fauteux. tout cas, même si... Oui, 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 je vois que j'en ai encore quelques-unes. Oui, M. Fauteux, il demande le marc de café. Ça, c'est bien le résidu du café qui a été infusé. Si oui, comment l'utilises-tu pour les vers de terre? Oui, ça c'est très simple. Vous avez juste après avoir fait un café à en prendre un petit peu tout simplement. Et moi j'en mets vraiment une toute petite poignée dans le récipient de verre de terre. Vous n'avez pas besoin, commencez pas à mettre moitié marc de café, moitié la terre existante. Juste un tout petit peu, 10-20% du contenu, ça suffira largement. Sinon, si vous en mettez trop, à mon avis, il pourrait en mourir, là. OK. On a une question aussi de M. Liberté qui demande tu emploies quoi comme perceuse à gaz? Ah, ça effectivement, j'en ai pas parlé. J'utilise surtout des tarières manuelles, des perceuses manuelles pour la discrétion. Mais quand il y a beaucoup de glace, là, je vais et pour faire un peu de sport aussi, j'aime bien ça. Mais c'est sûr que les journées où je dois en faire beaucoup, là, je vais avoir une perceuse électrique. Donc, j'emploie pas de perceuse au gaz. Mais Guy Lafrenière, par contre, pourra vous en parler. Il en utilise beaucoup depuis longtemps. Nous, parce qu'on a fait un peu de tests, on a essayé, on a utilisé l'essence, évidemment. Le 4 temps parce que c'est plus simple, mais le 2 temps parce que c'est plus performant. Le propane pour sa propreté, puis les avantages qu'a le propane, évidemment. Mais écoute, c'est une question de goût aussi. Hein. Je travaille depuis plusieurs années avec une perceuse électrique qu'on monte sur une mèche de Finboard 3. Puis écoute, moi, je trouve ça excellent. C'est certain que rendu à 2 pieds et demi de glace, là, on change l'équipement, mais quand même, moi, j'adore. J'adore. Écoute, Hugues, tu as une autre question. Ouais. Quel est ton pourcentage Jigger versus Brimballe? 4 brimbales, une canne? Oui, c'est exactement ce que j'ai mentionné dans ma présentation. Comme on a le droit à 5 lignes, j'utilise toujours 4 brimbales et une canne. Je trouve ça ce qu'il y a de plus efficace. J'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est une bonne question. Je rajouterais que
En règle générale, pour les salmonidés, les brimbales sont plus efficaces parce qu'on peut les disperser. Moi, j'étends vraiment mes brimbales loin les unes des autres pour maximiser mes chances dans différentes structures. Et ça, par contre, c'est statique la plupart du temps, les appâts qu'on met là-dessus. Alors qu'une canne à jiguer, c'est mobile, on crée un peu plus d'action. Et j'ai remarqué qu'il y a des journées où la plupart du temps, les brimbales sont plus efficaces pour les salmonidés, mais aussi parce qu'il y en a 4 versus 1. Mais il y a des journées où on dirait que les poissons aiment moins les leurres statiques quand ils sont agressifs. Et donc là, les cannes à jiguer vont vraiment être plus efficaces, surtout avec des leurres agressifs. Et c'est là qu'on va prendre le plus de poissons. C'est en partie pour ça que je trouve que c'est intéressant d'exploiter les 2 techniques. Ouais. OK, excellent. Monsieur Lavoie, nous sommes de l'Abitibi. Qu'est-ce qui arrive si nous n'avons pas de signal dans le bois? Est-ce que tu as les cartes? Et si oui, avons-nous notre position? Oui, ça c'est une très bonne question. Effectivement, vous pouvez avec Navionic télécharger en fait des cartes, les cartes bathymétriques que je vous ai montrées pour une certaine zone. Et après ça, vous allez pouvoir, dans votre téléphone intelligent, même si vous n'avez pas de réseau, vous avez un GPS qui est toujours fonctionnel. Donc, vous pouvez pré-télécharger une carte sur votre cellulaire et l'utiliser. Vous verrez où vous êtes positionné sur le plan d'eau, ce qui est très pratique. Très bonne question. OK. On en a un autre de M. Lessard. Intéressante comme question, parce que quel est le mouvement ou l'action que tu donnes à ton jigger, à ta canne à dentille? Ouais. J'ai moins abordé les mouvements, l'action, etc. parce qu'on a quand même plus d'articles qui traitent de ça, du type de leurre, etc. Mais au niveau de l'action, en général, dépendant toujours aussi du leurre que j'utilise, si j'utilise des petits leurres souples, ce sont des leurres plutôt discrets, je vais en général employer une action quand même assez lente, vraiment pour donner un petit mouvement comme un petit poisson un peu fatigué. Donc, c'est sûr qu'un poisson blessé va pas se déplacer comme un fou à une vitesse impressionnante. Par contre, si j'utilise un leurre dur, comme par exemple Northland fait des buckshots, des choses comme ça, surtout s'il y a des billes dedans. Là, à ce moment-là, ça c'est un leurre avec les billes qui est agressif et qu'il faut pas, par contre, en général, on peut l'animer lentement, mais moi j'aime bien l'animer par contre par grandes saccades vraiment très prononcées pour créer du mouvement dans l'eau, beaucoup de bruit, et ça sert vraiment à attirer des poissons, quitte à mettre de temps en temps un petit truc, une petite brimbale à côté avec un poisson mort. Peut-être que le poisson trouvera ça trop agressif, mais vous l'avez attiré près de vous. Donc après ça, en ayant un poisson mort à côté, c'est peut-être ça qui va attaquer. Ouais. Et j'ai remarqué aussi, on a déjà pêché quelques fois ensemble, que l'utilisation du sonore va nous aider aussi dans le mouvement qu'on donnait à notre leurre. On va avoir l'humeur du poisson, donc on va être capable d'aller avec un mouvement plus lent ou un mouvement plus saccadé ou vraiment un mouvement horizontal avec de grands effets. Ouais, ça c'est très vrai. C'est que je mentionnais tout à l'heure, sans entrer dans les détails, avec votre sondeur, vous allez pouvoir voir l'humeur vraiment des poissons, comme dit Guy. Et pour tout type de poisson, là, c'est, je trouve, un des choses les plus fascinantes avec un sondeur, un flasher, peu importe. Si vous voyez par exemple qu'avec des grands mouvements, le poisson s'y intéresse pas, repart vite, voire même repart rapidement dans la direction, c'est que vous lui faites peur. Donc à ce moment-là, moi j'ai toujours un montage agressif, un montage lent, et avec un plus petit et un leurre souple qui va se déplacer lentement. Puis là, est-ce qu'on a le temps pour immédiatement sortir ma ligne agressive et plus lente. Pardon? Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, André? Je sais que le temps, on est serré un petit peu dans le temps. Oui, vas-y. OK. On a M. de Courval qui demande quel type de canne à jiguer préférez-vous? Ouais. Quel type j'ai mentionné pour les salmonidés des actions médium. J'aime beaucoup un bon rapport qualité-prix. Les Fenwick sont, si on parle de type de canne, dans des longueurs moyennes, ça peut aller de 24 à 28. Un petit peu plus long, c'est assez agréable pour bien manier, comme je l'avais mentionné.
Les Fenwick, notamment les Aetos, sont bonnes. C'est une canne assez rigide qui permet un ferrage puissant, mais dont le goût est vraiment plus souple. Donc même des petits poissons, on a beaucoup de plaisir. Des petites truites, on a beaucoup de plaisir à les ramener, mais on a quand même un très bon ferrage et une très bonne sensibilité comme le goût est souple de la canne. Ben, excellent. Bon, là-dessus, messieurs, on devra malheureusement s'arrêter. Ouais, ça fait déjà 1 heure, ça passe vite. Oui, ah oui, c'est trop vite, hein? Je peux juste souligner que le 28 janvier prochain, Félix a le sien, son webinaire, si je ne me trompe pas, c'est 19h30. Vous pouvez suivre tout ça sur notre fanpage de québecicing.ca ou notre site Internet. Là, c'est toujours bien indiqué. On essaie d'aviser assez d'avance pour que les gens prennent le temps de s'inscrire puis viennent participer puis viennent voir ce qui se passe ici. Ben, merci beaucoup à tous, en tout cas, d'avoir participé. C'est très gentil. Et puis, rendez-vous pour les autres, comme dit Guy. Et bonne saison de pêche blanche à tous. Qui devrait commencer bientôt. Ouais. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.